Merci beaucoup, Véronique et Thomas, de m'avoir invité à parler devant vous aujourd'hui. Donc je vais reprendre, mais de manière un peu plus vivante, un sujet que j'ai déjà abordé dans le catalogue autour de la terminologie, japonisme, japonerie, japoniaiserie, parce que tout ça se confond quelquefois et qu'il n'est pas si simple de démêler ce qu'on entend par là, puisque ces termes ne sont en fait pas synonymes. Alors c'est quelque chose que j'avais effectivement eu l'occasion d'aborder dans un livre il y a 2 ans, où je voulais placer le japonisme sous l'angle de la France particulièrement. Alors, pas par nationalisme, mais parce que le japonisme a pénétré en France d'une manière très différente dont il a pénétré en Angleterre, par exemple, ou aux États-Unis. Et que le japonisme de Félicien Rops, c'est avant tout Paris. Alors, pourquoi cette singularité française? Pourquoi cette singularité française? Parce que les Anglais, les Allemands, les Américains, qui étaient, il faut le dire, au départ, beaucoup plus cosmopolites que les Français et beaucoup plus érudits que les Français, ont beaucoup davantage respecté les hiérarchies artistiques qui étaient instituées par les Japonais eux-mêmes. Si on vous parle japonisme et qu'on vous demande quelle est la première catégorie d'œuvres d'art que vous allez avoir à l'esprit, vous allez, je pense, tous dire l'estampe. Or, du côté japonais, l'estampe qui est tardive au Japon, elle apparaît vers le XVIIe siècle et l'estampe colorée vers le milieu du XVIIIe siècle. L'estampe est un art mineur aux yeux des Japonais, qui place avant tout la peinture sur soie, notamment, l'architecture, la céramique, la confection des sabres, la poterie. Mais cette estampe, elle a aussitôt séduit les Français beaucoup plus que les Anglais, les Américains ou les Allemands. Et la raison en est simple, c'est que l'estampe japonaise, et principalement l'estampe telle que nous la connaissons, celle de la fin du XVIIIe siècle et de la première moitié du XIXe siècle, Hokusai, Utamaro, et puis plus tard Hiroshige, ces estampes, elles plaisent tout de suite aux Français parce qu'elles leur rappellent quelque chose par leur coloration et par leur insolence. Ce sont les dessins des grands dessinateurs et caricaturistes français que sont Gavarni et Daumier. Et donc cette estampe japonaise, elle rencontre un écho immédiat en France. Elle peut évidemment toucher aussi les Anglais qui ont d'immenses caricaturistes comme Rowlandson, mais les Anglais eux-mêmes vont être plus sensibles aux hiérarchies françaises. Par ailleurs, il y a une question d'économie. Des peintres comme Monet rapportent qu'ils ont acheté leurs premières estampes au Havre en 1856 comme emballage de céramique. Ces estampes ne coûtaient pas cher et ces peintres étaient pour la plupart fauchés. Et les crépons japonais que collectionne Van Gogh sont des œuvres populaires extrêmement colorées, mais aussi elles ne coûtent rien. Et puis, ces estampes, elles incitent les peintres français à aller dans un sens de modernisation qui était déjà une volonté qu'ils avaient exprimée avant la rencontre avec le Japon. C'est pourquoi dans mon livre, j'ai voulu tempérer cette tarte à la crème qu'est l'influence du Japon. On découvre le Japon avec l'ouverture du Japon au milieu des années 1850 et la pénétration des arts japonais va provoquer une véritable révolution esthétique, comme ça, soudaine. Or, évidemment, un tel mouvement est impossible. En fait, le terrain était déjà préparé. Les peintres français
aspirait à autre chose, et la découverte des estampes japonaises avec leur asymétrie, avec leur représentation de la vie populaire, de la vie moderne, chère à Baudelaire, sur qui je reviendrai, avec leur coloration très vive, allait dans le sens de ce qu'ils voulaient faire avant la découverte des estampes japonaises, et cette découverte des estampes japonaises a été pour eux un encouragement. Alors, dans cette capitale du japonisme, des événements d'ampleur se sont produits. Tout d'abord, l'ouverture du musée Guimet, mais assez tardivement, en 1889, et Guimet avait d'abord créé son musée à Lyon en 1879, donc 10 ans auparavant. Il faut bien noter que le musée Guimet à l'origine, qui s'appelle aujourd'hui Musée des Arts Asiatiques, est un musée d'ethnographie et de religion. Au départ, ce n'est pas un musée d'art, et les premières œuvres d'art japonaises, de sculpture, entreront au Louvre très tard, en 1892, grâce à l'insistance de Georges Clemenceau, qui était un très grand collectionneur d'art japonais, que vous pouvez encore voir si vous allez visiter à Paris, près du Trocadéro. C'est une visite absolument merveilleuse, l'appartement de Georges Clemenceau, qui est resté tel quel qu'à sa mort en 1929, et c'est très émouvant de voir sa passion pour l'art grec et pour l'art japonais qui cohabitent. Donc rue Franklin, si vous allez à Paris, il ne faut pas manquer ce musée Clemenceau qui est tout à fait extraordinaire, et Clemenceau a été un grand ami des japonistes. Et puis, un événement véritablement important, et vous voyez ici l'affiche par le fameux affichiste Jules Chéret, qui reproduit une estampe japonaise, c'est à l'école des beaux-arts du Quai Malaquais, une grande rétrospective d'estampes japonaises organisée par Siegfried Bing, qui était un des plus grands intermédiaires et marchands d'art japonais à Paris. Et donc, cette exposition, elle va vraiment changer la perception des arts du Japon, et un helléniste, Edmond Potier, un grand helléniste qui avait publié un article fameux dans la Gazette des Beaux-Arts en 1890, où il rapprochait les arts de la Grèce et du Japon, ce qui était d'une audace extraordinaire, déclare « L'ère du bibelot de la curiosité mercantile est close, celle de l'influence artistique commence, l'estampe enluminée nous a fait connaître les chefs-d'œuvre les plus délicats de la peinture japonaise pendant les 3 derniers siècles, la surprise dont avaient joui jusqu'à présent de rares connaisseurs initiés aux merveilles des collections Bing, Gillot, Goncourt, Gons, Montefiore, est maintenant partagée par un nombreux public d'artistes et d'amateurs. Donc l'art japonais, à partir de 1890, selon Edmond Potier, sort de l'exotisme, sort de l'anecdote, et c'est la première fois, effectivement, qu'un art extra-européen occupe une place tellement importante dans le panorama esthétique. Et dans la revue dirigée par Siegfried Bing, le Japon artistique, qui va marquer considérablement, dont Émile Verhaeren en avait une collection complète, notamment Roger Marx va comparer l'action des arts du Japon à la révolution qu'a connue l'Europe à la Renaissance avec le modèle romain. Et il s'émerveille en disant c'est la première fois qu'on assiste à une telle pénétration d'un art extra-européen dans l'art français. Mais le grand historien de l'art, Louis Gons, le directeur de la Gazette des Beaux-Arts, lui-même va un peu tempérer l'enthousiasme autour d'un Japon mal compris, qui est le Japon des japonaiseries et des japoniaiseries, sur lequel je vais revenir, et déclare « De ce Japon de pacotille, je déteste jusqu'au mot qui le caractérise, japonisme, japonaiserie. Je considère l'art véritable du Japon comme si grand, si parfait, que je ne puis lui accoler les mots qui, pour moi, expriment une idée de diminution et d'avilissement. » Alors en fait, cette réflexion
de Gons nous amène à la question de savoir de quel art on parle, de quel art il est question, quelle différence, quelle nuance, quelle confusion véhicule cette terminologie qui est déterminante pour saisir les fantaisies de Rops et ses japonaiseries en particulier. Cet art du Japon, qui pour les artistes français est un art majeur, cet art de l'estampe qui les fascine, est donc, je vous l'ai dit, un art mineur aux yeux des Japonais. Et je rends hommage à Michel Melot, qui a été un formidable conservateur du cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale, parce que je pense qu'il a donné la définition la plus pertinente du japonisme dans un catalogue qu'il avait consacré en 1974 à l'estampe impressionnisme. Et voici ce que dit Michel Melot, qui s'oppose à l'idée que le Japon aurait submergé la France par la soudaine révélation de ses arts après l'ouverture du Japon. Et ces facteurs, selon lui, n'expliquent rien, dit-il, de la brutale parenté que se découvrirent les artistes français et particulièrement les graveurs avec l'art japonais. Et il poursuit, ce qui est le plus troublant, c'est que la parenté de style délibérément recherchée par les artistes occidentaux s'accompagne d'une parenté iconographique qui fut beaucoup plus naturelle. Scènes intimes ou triviales, courtisanes et maisons closes, portraits d'acteurs, paysages. Stylistiquement, l'art japonais enseigne aux Occidentaux des compositions à la fois violentes et raffinées, à coups de dissymétrie et de pans coupés. Entre l'impressionnisme et le japonisme, il y a plus qu'une coïncidence circonstancielle, mais un lien profond, dont l'explication gît dans la situation, à un moment semblable, de deux civilisations qui s'ignorent. Passage magnifique et qui dit, je pense, beaucoup du japonisme qui, selon Michel Melot, et je lui ai emboîté le pas, n'est donc pas un exotisme. Il y a une parenté qui fait que lorsque vous voyez des tableaux, des œuvres de peintres qui n'ont aucun rapport avec le Japon, elles sont cependant tributaire du japonisme. Il y a une très belle exposition qui a été montée en Suisse il y a 2 ans, je crois, par Marina Ferretti sur le japonisme de Vuillard. Il y en a eu aussi sur le japonisme de Bonnard. Vous pouvez penser aux scènes de bordel de Toulouse-Lautrec qui peuvent avoir des parallèles avec les scènes de maisons closes, de maisons vertes, des estampes japonaises, mais ce sont des scènes bien parisiennes, mais qui marquent une véritable parenté avec les œuvres du Japon, pas dans leur sujet, mais dans l'approche. Et ça, c'est ce que Melot met bien en valeur pour parler du japonisme. Et donc, on peut se demander, en faisant un peu l'archéologie de cette notion, à quand remonte la découverte des estampes japonaises. D'après l'historien de l'art Léonce Bénédite, le graveur Félix Bracquemont, l'exact contemporain d'Europe, vous avez des œuvres de Bracquemont dans cette exposition, à commencer par son magnifique service fait pour la céramique de Sèvres. Il est au rez-de-chaussée, et là vous avez un magnifique exemple de japonisme. Bracquemont va dessiner des éléments de basse-cour française, totalement français, et va les reproduire sur un service de porcelaine de Sèvres. Et il s'inspire, bien entendu, de la manière dont les artistes japonais représentent des animaux, mais son sujet à lui, il est bien français. Et donc, d'après Léonce Bénédite, c'est Bracquemont qui serait tombé dès 1856 chez l'imprimeur Delattre sur un petit album de la manga d'Okusai. Et c'est la même année, 1856, que la révélation a eu lieu pour Claude Monet, si l'on en croit les confidences qu'il a faites peu avant sa mort, en 1926, à Max Helder. Il dit à Max Helder, « Ma vraie découverte du Japon
L'achat de mes premières estampes date de 1856, j'avais 16 ans. Je les dénichais au Havre, dans une boutique comme il y en avait jadis, où l'on brocantait les curiosités rapportées par les longs courriers, les perroquets, singes, armes et noix de coco. Je les payais 20 sous pièce. Il paraît qu'aujourd'hui, certaines se vendraient des milliers de francs. Mais alors, comment, en 1856, à l'époque où Bracquemond et Monet découvrent leurs premières estampes et les achètent, comment nommait-on cet attrait? Est-ce qu'on parlait de japonisme ou est-ce qu'on parlait de japonaiserie? En fait, ni l'un ni l'autre. Le premier terme fut la japonnerie, que l'on rencontre sous la plume de Charles Baudelaire. Baudelaire, vous le savez, qui est très important pour Rops. Baudelaire qui a préféré Rops à Bracquemond pour illustrer le frontispice des Fleurs du Mal. Et Baudelaire écrivait à son ami Arsène Houssaye, en décembre 1861, une lettre qui a été vendue très très récemment aux enchères et dont on a découvert l'intégralité à ce moment-là, lorsque l'intégralité de la lettre a pu être découverte par les baudelairiens. Il y a longtemps, j'ai reçu un paquet de japonneries que j'ai partagé entre mes amis et amies. Je vous avais réservé ces trois-là, elles ne sont pas mauvaises. Image d'Épinal du Japon, 2 seules pièces à Yedo. Je vous assure que sur du vélin et encadré de bambou ou de baguettes de vermillon, c'est d'un grand effet. Alors Yedo, c'est Edo, évidemment, l'ancien nom de la capitale du Japon, de Tokyo. Et donc c'est extrêmement intéressant à plusieurs points de vue. Je vous ai dit en commençant que l'attrait des artistes français pour les estampes japonaises venait du fait aussi qu'ils étaient familiarisés avec les caricatures de Daumier et de Gavarni, donc c'est un genre qu'ils connaissaient bien. C'est le moment aussi où le romantisme a réhabilité le folklore, les images populaires, aussi les chansons populaires. Ceux d'entre vous qui ont lu Gérard de Nerval savaient l'importance qu'il accordait aux chansons populaires du Valois, et puis aussi la fameuse exclamation de Rimbaud: j'aimais les dessins, les toiles de saltimbanque, les dessus de porte, les peintures idiotes. C'est la grande réhabilitation des arts populaires et des images d'Épinal, et c'est bien ainsi que Baudelaire perçoit au départ les estampes japonaises qu'il appelle images d'Épinal du Japon. Et on retrouve bien là cet esprit de parenté dont parle si bien Michel Melot, et cet esprit de parenté qui rend la pénétration du Japon aussi unique. Parce que ni en Angleterre, ni aux États-Unis, ni en Italie, ni en Espagne, même si on découvre aussi le Japon, on éprouve cet esprit de parenté. Autre importance pour la France, c'est la constitution des collections. Les Anglais et les Américains, notamment à Boston, vont constituer de très très belles collections d'art japonais qui sont récoltées par des envoyés spéciaux qui ne sont évidemment pas dénués d'intentions politiques. En France, je vous ai dit, l'art japonais rentre très tard et timidement dans les collections, au Louvre en 1892, alors que le musée Guimet est au départ un musée d'histoire des religions. Et l'art japonais est d'abord l'œuvre de grands collectionneurs privés. C'est ainsi que l'art japonais commence en France avec les collections des Goncourt de Philippe Burti, sur qui je vais revenir. Donc ce même terme de japonnerie va revenir en avril 1876 dans le catalogue de la deuxième exposition des peintres impressionnistes organisée par la galerie Durand-Ruel. Et le numéro 53 désigne la japonnerie de Claude Monet, le titre original du portrait de Camille Monet déguisé en japonaise. C'est un tableau que l'on connaît maintenant sous le titre de La Japonaise, mais au départ, c'est japonnerie. Et on a voulu longtemps y voir dans ce tableau
un tableau plaisant, tout à fait exotique, qui reprenait les codes de l'orientalisme du début du XIXe siècle. À la place d'une robe turque, à la place d'une turquerie, on aurait une japonnerie. À la place d'un caftan, Camille aurait porté un kimono avec plein d'éventails et d'écrans. Et il a fallu attendre en 2010 la très belle monographie de Ségolène Lemaine sur Monet pour avoir une explication tout à fait convaincante de ce tableau. Selon elle, loin de céder à une vogue exotique, je la cite, ce tableau manifeste de façon provocante et parodique tout ce que l'estampe japonaise et la mode occidentale du japonisme apportaient à la peinture moderne. L'impressionnisme, vous le savez, il a été nommé en 1874, après la première exposition des impressionnistes, et le terme, au départ, est totalement dépréciatif. C'est un critique, Leroy, qui se moque d'impression soleil levant, en se disant « mais qu'est-ce que c'est que cette peinture ? Nous voilà chez les impressionnistes », c'est un terme grotesque, et les peintres, désignés par cette étiquette péjorative, vont la reprendre à leur propre compte et la revendiquer. Et ces peintres impressionnistes, vous le savez, collectionnent les estampes japonaises, et donc, en fait, selon Ségolène Lemaine, Monet a affiché très volontairement un démon grimaçant sur la croupe de la jeune femme au sourire moqueur, qui déploie un éventail qui est tricolore, il n'est pas bleu, blanc, rouge par hasard, sous le nez des critiques sceptiques, pour leur dire, et oui, messieurs, vous qui ne comprenez rien à la nouvelle peinture, à la peinture impressionniste, à la peinture claire, à cette peinture qui admire le Japon, eh bien, voilà ce que je vous dis en tournant le démon grimaçant de mon kimono vers vous. Et donc, c'est une peinture qui est véritablement une peinture manifeste, qui est extrêmement impressionnante. Le terme japonnerie, il appartient également à un registre exploité par Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec réalise ce vitrail pour la nouvelle galerie de Siegfried Bing, l'Art Nouveau, que Siegfried Bing ouvre en 1894, et ça aussi, c'est extrêmement intéressant. Siegfried Bing est c'est le grand pourvoyeur d'art japonais pour les Goncourt, pour Philippe Burti. C'est le directeur de la grande revue Le Japon artistique. Et c'est lui qui organise la grande exposition aux Beaux-Arts sur les estampes japonaises. Et à partir de 1893, il remarque qu'au fond, le Japon, ça ne marche plus vraiment. Et il va ouvrir une autre célèbre galerie qui est la Galerie de l'Art Nouveau, où le japonisme va se poursuivre un peu, notamment avec ce vitrail japonisant de Toulouse-Lautrec, qui est exposé en 1895 dans la Galerie de l'Art Nouveau, et qui est une parodie, parce que une parodie d'une pièce jouée au Nouveau Cirque, qui était une parodie du célèbre roman de Pierre Loti, Madame Chrysanthème, qui a paru en 1888, et au Nouveau Cirque, on avait monté une parodie qui s'appelle Papa Chrysanthème, et qui est l'histoire inverse. Au lieu d'un officier français qui s'éprend d'une japonaise, on a un jeune homme de bonne famille japonais qui va s'éprendre d'une cocotte à Paris. Et donc, Toulouse-Lautrec va au Nouveau Cirque, il va croquer plusieurs fois cette parodie, et il fait ce vitrail japonisant. Et un critique qui rend compte de cette œuvre dit c'est une exquise japonnerie ou japonaiserie comme il vous plaira. Donc les deux termes apparaissent comme synonymes. Et l'homonymie est actée la même année, en 1895, dans un dictionnaire, japonnerie et japonaiserie, objet d'ornement venant du Japon ou imité des Japonais. Alors, quand apparaît pour la première fois, puisque j'ai parlé de japonnerie, et je ne sais pas si on peut dater sa première occurrence, mais en tout cas, Baudelaire l'emploie déjà en 1861,
quand apparaît la première occurrence de la japonaiserie. Elle date de 1867, l'année d'une mémorable exposition universelle à Paris qui révéla véritablement le Japon aux yeux du monde. Et au retour d'un séjour à Trouville, Jules de Goncourt, le frère cadet des Goncourt, quitte son ami, le collectionneur et critique d'art Philippe Burti, auquel il promet, je le cite, « 12 heures de fête à nous donner une indigestion à l'exposition sur un cri de ralliement « japonaiserie forever ». Alors ce mot de japonaiserie, forever, il est calqué sur chinoiserie, un terme qui est omniprésent au XVIIIe siècle, qui est la période d'élection des frères Goncourt, qui sont des collectionneurs d'art du XVIIIe siècle, mais aussi, et ça c'est certain, les premiers grands collectionneurs d'art japonais, tout de suite, dès le début des années 1850. Vous voyez ici les frères Goncourt et le profil de Philippe Burti. Et donc c'est la première fois que ce terme de japonaiserie, je crois, apparaît sous la plume du frère cadet de Jules de Goncourt. Alors Jules fait ici allusion au lac, aux céramiques, aux paravents, révélés au public en 1867 par l'exposition, et non pas à leur déclinaison occidentale à partir de 1878, de l'exposition universelle de 1878, puis de 1889. Le Japon va très bien comprendre l'intérêt des Occidentaux pour ces productions et se mettre à produire des objets japonisants à destination de l'Occident. Mais en 1867, ce sont évidemment des objets japonais originaux qu'admire Jules de Goncourt. Alors le terme de japonaiserie va suivre immédiatement l'apparition du terme de japonaiserie. Et on doit l'apparition de ce terme de japonaiserie à un critique qui s'appelait en vérité Jules Husson, mais qui se fait appeler Champfleury, qui est un personnage très important dans l'histoire de l'art, très important notamment pour l'histoire du réalisme, c'est le théoricien du réalisme, et lui épingle la mode des japonaiseries qu'il interprète comme une dernière variation orientaliste. De même, écrit-il, qu'il y a eu en 1820 des avalanches de Piferaro en peinture, des déluges de Grecs et de Turcs en 1828, des Bretons en assez grande quantité vers 1840 pour peupler la Bretagne, des joueurs d'échecs si nombreux de 1840 à 1850 qu'ils pouvaient lutter avec les bataillons de zouaves qui firent impression au salon de la même époque. Aujourd'hui, nous sommes tous menacés d'une invasion japonaise en peinture. Alors, évidemment, ce passage est extrêmement intéressant, et pour Champfleury, très clairement, la japonaiserie est une énième variation sur l'orientalisme. Comme il y a eu la mode du philhellénisme dans les années 1820, qui a inspiré notamment à Victor Hugo les fameuses orientales, le japonisme, c'est une variation d'orientalisme supplémentaire, et j'ai reproduit ce tableau célèbre de Tissot, qui est conservé au musée des Beaux-Arts de Dijon, qui est la japonaise au bain. Et vous voyez bien que cette japonaise tout à fait fantaisiste porte un kimono tout à fait comme elle porterait un caftan turc, par exemple. Nous avons un tableau orientaliste de plus, et pas du tout ce qui a intéressé des peintres comme Monet, c'est-à-dire la question des coloris, la question de la symétrie et les sujets. Alors cette expression de japonaiserie, lancée par Champfleury, elle a un grand succès. Et 20 ans après, un critique théâtral décrit une pièce de Judith Gautier, La marchande de sourires, comme un magasin d'accessoires, une véritable japonaiserie. Mais en fait, on s'attache très très peu à la deuxième partie, à la fin
du texte de Champfleury, qui a donc paru dans la Vie parisienne en novembre 1868 et qui s'appelle « La mode des japonaiseries ». Et en fait, le deuxième passage que vous voyez ici, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Les prêches du poète, les achats du peintre furent résumés. Alors il va d'abord, je vous dis un peu ce qui précède entre les deux passages. En fait, cette japonaiserie, elle clôture une démonstration de Champfleury qui est extrêmement déroutante, avec une acuité extrêmement caustique et sous la forme d'un éloge paradoxal de la bizarrerie, cette bizarrerie chère à Baudelaire. Champfleury met en scène dans son texte un poète capricieux qui avait l'amour des vives colorations. Ce poète est le trompette, donc le porte-parole d'une marchande d'objets japonais. Il parle également d'un artiste américain aussi excentrique que dépensier, n'hésitant pas à s'offrir quelques riches robes japonaises. Et là, on peut identifier en cet artiste américain, le peintre américain Whistler, qui arborait en 1865, dans une toile détruite par Fantin-Latour, un kimono. Le poète, bien entendu, c'est Baudelaire, qui figure avec Whistler, Champfleury, Bracquemond et Manet dans l'hommage à Delacroix, peint par Fantin-Latour en 1864. Et cette pique que Champfleury fait contre l'invasion japonaise suit en fait le passage que je vais vous lire maintenant et qui est reproduit ici. Les prêches du poète, les achats du peintre furent résumés en des peintures franco-américaines si bizarres qu'elles troublèrent les yeux des gens assez naïfs pour rechercher les fonctions de jurés aux expositions de peinture. Comme ces colorations étaient distinguées et nouvelles, on leur ferma les portes au nez. Peut-être quelques-uns les ont-ils remarquées dans la salle des refusés. Le résultat fut celui-ci, le Japon fit école. Alors vous voyez ici ce fameux tableau de Fantin-Latour, l'hommage à Delacroix. Alors je sais pas. Alors ici vous avez Whistler autour du tableau de Delacroix. Ici vous avez Whistler et ici en bas vous avez Baudelaire. Et voici le tableau de Whistler qui est une harmonie en couleur chair et en rouge. Et ce que veut dire en fait, et c'est ça qui est important dans l'extrait de Champfleury, c'est qu'en fait le public majoritairement et les salons officiels ont préféré les japonaiseries exotiques du genre Tissot au véritable japonisme de Whistler, beaucoup plus subtil. Alors là, ce serait un autre débat sur Grèce et Japon, parce que beaucoup de ces tableaux de Whistler manifestent le contact de la Grèce et du Japon. Whistler était également un grand collectionneur de statuettes grecques de Tanagra, les petites statuettes grecques de terre cuite colorées, et ces silhouettes éthérées de femmes chez Whistler, elles portent la double marque de la fréquentation des estampes japonaises et de son amour des statuettes de Tanagra, qui ont également été révélées à l'exposition universelle de 1878. Et donc la pique de Champfleury, c'est de dénoncer les japonaiseries, mais en fait pour faire l'éloge du véritable japonisme qui serait représenté par Whistler. Dans son manifeste, Champfleury, il charge l'exotisme anecdotique, le mauvais Japon, et ironie du sort, selon lui, l'admirable peinture de Whistler, qui est demeurée incomprise, est l'invitée au contresens. Et parce que, comme elle est demeurée incomprise, et que Whistler a été rejeté au salon des refusés, il a paradoxalement, en étant incompris, favorisé le pittoresque de bazar aux antipodes du japonisme qui, lui, est profondément novateur. Car c'est bien, en fait, de japonisme que Champfleury veut parler en 1868, seulement le terme n'était pas encore inventé, et c'est par là que je vais terminer.
il faut attendre en fait 1872. Et la publication dans une revue qui s'appelle La Renaissance littéraire et artistique d'une série d'articles du grand critique d'art Philippe Burti sous le nom de japonisme. Et en fait, la difficulté, c'est que dans cette série d'articles publiés par Philippe Burti, japonisme est le titre, mais Burti ne va jamais exactement définir ce qu'il entend par japonisme, ce qui va prêter, bien entendu, à une série de malentendus. En fait, ces articles sont des articles à la gloire de l'art japonais, et une définition ne parvient pas à s'imposer. La définition, elle s'imposera beaucoup plus tard dans le journal des Goncourt et dans la préface d'Edmond de Goncourt à son roman Chéri, avec cette expression magnifique d'Edmond de Goncourt, le japonisme, c'est la révolution de l'optique des peuples occidentaux. Et je pense que c'est la meilleure définition du japonisme. C'est pas un exotisme, c'est une révolution de l'optique des peuples occidentaux. Désormais, les peintres peuvent voir la propre réalité de leur propre environnement avec un œil japonais, mais sans avoir à représenter des choses exotiques. Quant à Philippe Burti, il va au fond permettre de mieux comprendre ce qu'il entend par japonisme en réfutant un critique qu'il avait attaqué, et cette réfutation intervient dans son 3e article sur le japonisme. J'ai lu dans le salon néo-hégélien d'un grand journal ces mots dédaigneusement tranchants. Le japonisme, ce caprice de dilettantes blasés. S'ils ne m'ont point troublé, ils m'ont au moins fait craindre qu'ont pris les Japonais uniquement pour d'habiles enlumineurs de papier peint, des réalistes réussis. Et au fond, le critique qui attaque Burti confond le japonisme tel que l'entend Burti, qui est l'amour pour l'art japonais, avec les japoniaiseries. Alors j'ai mis un certain temps à percer le mystère de cet extrait et à identifier le salon néo-hégélien du grand journal et à identifier celui qui a écrit le japonisme, ce caprice d'un dilettante blasé. J'étais d'autant plus piqué d'essayer de trouver l'auteur de la formule, parce que souvent on attribue cette formule caprice de dilettante blasé à Burti lui-même, alors qu'il la réfute. Et si vous allez voir sur le site de la Bibliothèque nationale à japonisme, vous allez voir, selon Philippe Burti, le japonisme est un caprice de dilettante blasé, alors que Philippe Burti n'a cessé de réfuter cette expression. Et donc, cette attaque, j'ai fini par le trouver, venait d'un autre critique contemporain, Jules-Antoine Castagnari, qui confondait bien entendu le japonisme avec l'orientalisme facile. Et voici ce que Castagnari écrivait dans la revue Le Siècle, en rendant compte du salon de 1872. Le japonisme, ce caprice de dilettante blasé, ne saurait non plus affecter bien profondément les destinées de l'art. Il passera comme ces modes frivoles qu'un printemps apporte et que le printemps d'après ne connaît plus. Et Burti a été très longuement blessé par cette attaque de Castagnari, au point qu'il y est revenu encore en 1878. Il revient en 1878 dans la revue L'Art sur ce mot, japonisme, que nous avions forgé pour bien caractériser le courant spécial de nos idées et qui fit grincer les râteliers académiques. Du mépris pour l'art de l'Extrême-Orient, vite assimilé à une japoniaiserie ou une japonaiserie par association avec chinoiserie, découlait en effet l'incompréhension des œuvres qui s'étaient inspirées des choses japonaises
sans imitation ni citation littérale, pour, comme les Goncourt le virent d'emblée, révolutionner l'optique des peuples occidentaux. Et je pense que l'œuvre japonisante de Félicien Rops, telle que vous pouvez la voir déployée ici, qui nous voit avec esprit entre japonaiserie, japoniaiserie et japonisme, témoigne obliquement de toutes ces controverses. Je vous remercie.